les élites arabes et musulmanes comprennent très bien que ce qui se passe dans les couches populaires n'est pas exactement le même sentiment qu'ils éprouvent envers le Hamas. Ils perçoivent dans le Hamas une sorte, je dirais, d'opposition, de résistance. Donc, aucune élite arabe ne prendra une décision de s'engager militairement contre le Hamas pour ne pas réveiller une opposition populaire au sein même de cet État-là. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage parce que on le voit, la tension est très vive, la tension sécuritaire est très vive à la fois dans le sud et dans le nord. On va commencer par le sud avec, on va dire, ce qui semble devenir une sorte d'habitude de la part des terroristes du Hamas. Ils essayent de franchir la fameuse ligne jaune qui sépare aujourd'hui de facto la bande de Gaza en deux, c'est-à-dire d'un côté israélien, de l'autre côté palestinien. Et ils se font en général éliminer ou arrêter par les forces de Tsahal. Euh, euh, qu'est-ce que l'on peut faire de plus au niveau de l'armée israélienne? Parce qu'on est en train de constater d'une certaine manière que du côté on va dire de la communauté internationale, on ne voit pas comment on verrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois même des forces américaines ou étrangères qui se déploieraient dans la partie palestinienne et qui commenceraient à désarmer le Hamas. Que doit faire, à votre avis, Tsahal dans cette situation? Alors, vous avez tout à fait raison, Daniel. La situation est intenable dans la bande de Gaza tant qu'il n'y a pas une présence internationale qui vienne prendre possession, et je dirais responsabilité de ce qui est des 50% de la bande de Gaza où se trouve aujourd'hui et se fortifie le Hamas. Donc, on vient d'entendre que l'Azerbaïdjan, qui devait envoyer des troupes, s'est désisté. L'Indonésie, elle aussi, on n'a pas l'impression que l'Indonésie va envoyer des troupes. Donc, je dirais, il y a très peu de chances que des troupes étrangères arrivent sur place pour tout simplement prendre la responsabilité de la bande de Gaza. Ce qui rend la tâche d'Israël beaucoup plus difficile. Et naturellement, face aux Américains, il faut expliquer, écoutez, si jamais vous n'êtes pas capable d'établir une force internationale, le seul qui soit capable de faire régner l'ordre dans la bande de Gaza et d'éliminer la présence du Hamas, c'est l'armée de défense israélienne. Donc, dans ce cas-là, nous sommes ici au croisement de chemin qui est très, je dirais, très important parce qu'il risque naturellement de déterminer la façon d'agir de Tsahal dans les prochains jours, je dirais même, et non pas les prochaines semaines. Donc, il faut tout simplement savoir que Israël suit de très près l'évolution du Hamas, le recrutement de nouveaux éléments, sa réorganisation du territoire et naturellement, je dirais, cette espèce d'insolence qu'il a à attaquer des positions israéliennes comme si tout ce qui s'était passé il y a ces 2 dernières années n'avait pas influencé plus ou moins, je dirais, sa résilience. De ce Hein? point de vue-là, je dirais, nous sommes à l'approche d'une campagne qui sera orchestrée par Israël s'il n'y aura pas de notre côté des forces internationales qui feront présence dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que c'est une campagne? Une campagne, c'est une campagne militaire, c'est-à-dire la Tout à fait, reconquête c'est de une cette campagne. deuxième. C'est comme, je répète ce que notre Premier ministre a dit, ce qui n'arrivera pas par la gentillesse, eh bien, sera fait par la force. Et donc, il n'y a pas de moyen ici de convaincre le Hamas de rendre ses armes. La seule façon, c'est tout simplement d'investir la bande de Gaza, de détruire je dirais les fortifications et les positions du Hamas et l'amener finalement à une reddition et à un exil, je dirais, de la bande de Gaza. C'est ce que Israël voudrait arriver finalement à une bande de Gaza démilitarisée qui soit contrôlée sécuritairement par Israël d'un côté et naturellement observée et aidée par la communauté internationale et en premier lieu par les États-Unis. Alors, justement, les États-Unis, vous avez vraiment le sentiment que Donald Trump, qui veut mettre en place son fameux plan, les 20 clauses de son plan et élargir les accords d'Abraham, vous croyez qu'il laissera faire Israël et reconquérir, on va dire, les 50% de la bande de Gaza qui sont sous le contrôle du Hamas?
Vous avez tout à fait raison. Les États-Unis ont toutes les raisons possibles et imaginables pour empêcher Israël de commencer, je dirais, une nouvelle campagne pour prendre possession ou investir, je dirais, ce qui reste de la bande de Gaza. Ce serait naturellement la preuve de l'échec de la politique de Donald Trump, ce que naturellement il ne peut pas se permettre. De ce point de vue-là, on voit tous les efforts américains en train de calmer Israël et de contenir Israël, de dire, écoutez, l'administration américaine est en train de jouer sur le temps. Donc sur le temps, essayer de voir pourrait remplacer l'Azerbaïdjan, qui pourrait remplacer l'Indonésie. Et il n'y a pour l'instant aucun État musulman, aucun État arabe qui soit prêt à le faire. C'est Donc, tout de même, c'est tout de même. est-ce que l'alternative, et ce sont des forces européennes ou des forces, je dirais, internationales hautes comme la FINUL? C'est la grande question qui se pose. Et si FINUL il y a, donc dans la bande de Gaza, quelles quelle serait l'autorité de cette force sur place? Est-ce qu'elle serait prête à s'engager militairement et contre le Hamas, oui ou non? C'est la grande question qui se pose. Pour l'instant, Alors, je répète, les Américains n'ont pas intérêt à ce qu'Israël entre dans la bande de Gaza et ils sont en train de contenir, je dirais, les ardeurs israéliennes. Alors, vous qui connaissez si bien le monde arabe, comment vous expliquez que l'on ne trouve pas des soldats, par exemple des Émirats, de l'Arabie Saoudite, d'autres pays, qui pourraient venir se déployer dans la bande de Gaza et que apparemment les seuls qui souhaiteraient venir, ce sont les Turcs. Écoutez, les élites arabes et musulmanes comprennent très bien que je dirais, ce qui se passe dans les couches populaires n'est pas exactement le même sentiment qu'ils éprouvent envers le Hamas. Après 2 ans de guerre contre Israël, enfin, ils perçoivent dans le Hamas une sorte, je dirais, d'opposition, de résistance légale du peuple palestinien, et je dirais, ils s'identifient avec. Donc, aucune élite arabe ne prendra une décision de s'engager militairement contre le Hamas pour ne pas réveiller, je dirais, une opposition populaire au sein même de cet État-là. Donc, de ce point de vue, c'est pour ça que musulmans et arabes ne seront pas, je dirais, ne feront pas partie d'une force militaire. Peut-être que oui, une force administrative, certainement oui, mais une force militaire qui combattrait le Hamas, je ne vois pas cela se passer. Alors, une dernière question sur ce dossier-là. Finalement, l'armée israélienne est déployée sur 50% de la bande de Gaza, massivement, on va dire, à Rafia, et puis, on va dire, c'est une véritable zone de sécurité. Pourquoi finalement ne pas se contenter de cela? Finalement, ce n'est pas si mal. Si on avait dit à la fin de la guerre qu'Israël récupérerait tous les otages vivants, la plupart des otages assassinés, et se maintiendrait sur 50% de la bande de Gaza, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient signé ce contrat. Vous avez raison, mais il ne faut pas oublier que les priorités données par le gouvernement israélien, en premier lieu, c'était la destruction du Hamas, l'élimination du Hamas comme force politique et militaire de la bande de Gaza. Cela ne se passe pas. Et il est vrai que, comme vous le citez, il y a de grands gains à Israël dans le fait que la guerre se termine avec une présence israélienne reconnue internationalement sur 50% du territoire. Mais les Américains pourraient très facilement dire, écoutez, très chers amis, la situation est telle, le Hamas est contenu, vous continuez la deuxième phase de votre retrait sur la bande de Gaza, toutes ces 50% sur lesquels vous vous trouvez aujourd'hui, vous vous déployez, seront, je dirais, la ceinture de sécurité qui protégera les villages frontaliers israéliens tout autour de la bande de Gaza. C'est aussi une possibilité que naturellement Israël voudrait éviter. Pourquoi il voudrait éviter finalement? Pourquoi ne pas Parce maintenir parce le que principe d'une zone de sécurité? Ça a toujours été prouvé. On le voit, on va en parler avec le Liban. Écoutez, nous avons une expérience d'une zone de sécurité. À Oslo, on s'était mis d'accord sur sur un périmètre de sécurité de près d'1 kilomètre. Eh bien, ça n'a jamais été honoré ni de la part d'Israël, ni de la part des Palestiniens. Je dirais tous ces accords-là qui sont alambiqués et je dirais et ressemblent beaucoup plus à un gruyère suisse que quelque chose de sérieux. Le seul moyen de prouver et de contenir, je dirais, le danger du Hamas, la menace du Hamas, c'est une présence militaire israélienne touffue
tout au long de ce périmètre-là. Et naturellement, se détacher de ce périmètre et se retraiter de ce périmètre en laissant le Hamas sur place voudrait tout simplement dire que, OK, le Hamas pourrait retourner lui aussi graduellement dans ces zones qu'Israël quitterait. Donc, à quoi aurions-nous gagné? Qu'est-ce qu'on aurait gagné? Rien du tout. Alors, je voudrais qu'on aborde le dossier du Nord avec le Liban et on voit visiblement, c'est de plus en plus évident, le Hezbollah ne parvient pas, n'a pas l'intention de se désarmer. L'armée libanaise n'a pas l'intention, n'a pas, on va dire, la capacité de désarmer le Hezbollah. On est dans une situation d'impasse qui va se terminer par une opération militaire israélienne à l'intérieur du sud Liban ou qu'est-ce que vous voyez comme solution? Écoutez, les opérations militaires en territoire libanais se passent jour après jour, des fois même 2 fois par jour. Il y a près de 400 membres du Hezbollah qui ont été éliminés par Israël durant cette année-là. Des positions bombardées, des dépôts détruits, des usines qui ont été tout simplement mises hors fonction. Le Hezbollah, comme vous le dites, a déclaré ouvertement, et puis ce n'est pas la première fois qu'on en parle, vous et moi, et vous connaissez très bien ma position, que le Hezbollah n'a jamais eu l'intention de se désarmer. Et il se pose aujourd'hui comme, je dirais, comme un élément incontournable dans la politique libanaise et il se retrouve, je dirais, dans une position de force paralysant le système libanais. Ce qui est de plus encore, c'est que les Américains sont complètement déçus par le comportement de l'armée libanaise. C'est-à-dire que l'armée libanaise on sait très bien qu'elle est faible, qu'elle est incapable de s'opposer au Hezbollah, mais le peu qu'elle fait devrait satisfaire en fait même Israël et les Américains. Mais ce qui se passe, c'est les dernières fuites obtenues à partir de Washington disent qu'il y a une coopération assez bizarre entre certains officiers supérieurs de l'armée libanaise et même du chef de l'armée avec des éléments du Hezbollah. Ce qui, naturellement, vous amène à penser que, de nouveau, nous faisons face à une combine typiquement libanaise où simplement, vous me grattez mon dos, je vous gratte le sien. C'est comme on dit ça en anglais. Donc, il y a ici une coopération qui est inquiétante et c'est pour cela que les Américains ont tout simplement annoncé au général Haikal, Rodolphe Haikal, de ne pas venir, d'annuler sa visite à New York et d'annuler toutes ces rencontres et toutes ces activités qui étaient planifiées durant sa visite aux États-Unis. Mais Jacques, les Américains, ils sont si naïfs que ça, c'est-à-dire ils ne savent pas que l'armée du Liban est déjà infiltrée par des milliers de soldats chiites, que chacun des soldats reçoit $275 alors que chaque terroriste du Hezbollah reçoit $2000 par mois. Tout ça, ils ne le savent pas. C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient prêts à mettre le prix, on va dire même en termes d'argent, pour faire en sorte que cette armée elle soit renforcée et qu'elle soit capable de désarmer le Hezbollah? Écoutez, Daniel, les grandes puissances agissent différemment. Leur comportement, je dirais, dans le temps est différent. Leur réaction dans le temps est différente que la nôtre. Il est certain que les Américains suivent de très près ce qui se passe au Liban. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont tout simplement qu'ils ont dévoilé que durant cette dernière année, plus d'1 milliard de dollars sont passés de l'Iran au Liban. Comment ça s'est passé? Maintenant, vous parlez je dirais, de l'expérience américaine au Liban. Est-ce que vous connaissez très bien, je dirais, est-ce que les Américains connaissent très bien les Libanais? Grande question, grande question, grande question d'interrogation, parce que les Libanais sont des spécialistes dans la manipulation je dis, politique et dans la manipulation médiatique. Et c'est pour cela que chaque fois que les Américains venaient et envoyaient Morgan Ortagos ou c'était Tom Barak ou quelqu'un d'autre qui venait, c'était chaque fois on lui promettait, écoutez, nous sommes en train de faire telle chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour essayer de convaincre les Américains que quand même l'armée libanaise est en train de faire quelque chose? C'est tout simplement d'attaquer les centres de trafic de drogue dans la Bekaa et dans le nord du pays, en engageant l'armée dans ces combats-là et en arrêtant le super mafiosi Zouetar il y a quelques
jours. Tout cela pour dire aux Américains, voyez, nous sommes capables de faire quelque chose. Et les Américains sont obligés d'accepter ce jeu-là et de dire finalement, et de menacer, comme l'a fait Tom Barak, face au gouvernement libanais, écoutez, si jamais vous n'allez pas le faire, eh bien les Israéliens le feront. Alors, vous m'avez pas répondu sur la question, à savoir est-ce que l'on va vers une opération militaire israélienne dans le sud Liban? Alors ce que moi j'entrevois, c'est, je ne vois pas une incursion terrestre au Liban Sud. Ça serait une grande erreur parce que c'est tout simplement tomber dans le piège qu'essaie de nous tendre le Hezbollah. Je pense que utiliser notre force de frappe aérienne, comme nous l'avons fait il y a un an, et en se concentrant sur les objectifs du Hezbollah, je vous rappelle que pendant les derniers jours de la campagne contre le Hezbollah, l'armée de l'air avait conduit plus de 1600 raids aériens sur les positions du Hezbollah, ce qui a amené finalement le Hezbollah à tout simplement à craquer et à accepter les conditions du cessez-le-feu. Donc je dirais c'est une reprise de cela, mais cette reprise devrait se passer dans une atmosphère totalement de surprise. Parce que si jamais surprise il n'y a pas, eh bien le Hezbollah pour l'instant est en train de se cacher, de se camoufler, de se préparer, et je dirais on n'arrivera pas à de grands résultats. Donc pour l'instant, Ouais. continuons sur notre lancée et choisissons le moment opportun pour attaquer. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Jacques Neria, de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers brûlants d'actualité militaire et sécuritaire que sont le Sud, la bande de Gaza, et le Nord avec la tension que fait régner le Hezbollah au Liban, au Sud Liban et au-dessus du Litanie également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Jacques. À bientôt. À bientôt, Daniel.